comment repenser les alliances internationales dans un monde en pleine recomposition? C'est une des questions majeures qui va animer nos réflexions au cours de notre programme. Aujourd'hui, les organisations internationales de sécurité collective sont appelées à repenser leur action, mais aussi leur fonctionnement. Après les élections américaines, la mise en place d'une nouvelle Commission européenne, l'invasion en Ukraine, les alliances européennes et transatlantiques s'engagent dans cette réflexion. Mais comment s'adapter aux nouveaux enjeux? Eh bien, c'est cette question que nous allons poser lors de la première table ronde. Je vous demande tout de suite d'accueillir nos invités. On se retrouve à l'issue de la table ronde vers 12h45. À tout de suite. Bonjour mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de vous présenter une table ronde sur les alliances transatlantiques. Mon nom est Benjamin Boutin, je suis conseiller stratégique de l'Association nationale France-Canada, fondée en 1949. Et nous organisons avec le Forum de défense et de stratégie, notamment Laurent Borzio et Théodora Morosanou, un programme qui s'appelle « Les personnalités d'avenir France-Canada sur les enjeux de défense et de stratégie ». C'est un programme qui a été initié en fait dans le but de rapprocher nos jeunesses engagées dans la sphère militaire et stratégique, de constituer une sorte de relève pour rapprocher nos pays et collaborer encore plus étroitement à l'heure de tous les défis que vous connaissez. Et donc nous avons le plaisir d'avoir cette belle table ronde animée par le docteur Amélie Zima, qui est chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI. Elle est également docteure en sciences politiques de l'Université Paris-Nanterre et sa thèse a porté sur le premier élargissement post-guerre froide de l'OTAN. Elle a reçu d'ailleurs pour cette thèse le prix de l'IHEDN que nous saluons. Et donc ses travaux portent principalement sur l'OTAN, mais aussi sur le système politique polonais. Et elle a été également chercheuse à l'IRSEM, que nous saluons également, et enseigne à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Paris-Nanterre et Sciences Po. Alors ce partenariat stratégique, notamment franco-canadien, il fait l'objet cette année et ce mois-ci d'un numéro spécial de la RDN, Revue Défense Nationale, Canada-France vers un partenariat stratégique. C'est nous qui avons coordonné ce numéro avec nos personnalités d'avenir de l'an dernier. Et cette année, nous avons le plaisir d'accueillir un nouveau groupe de personnalités d'avenir France-Canada sur les enjeux de défense, avec notamment comme mentor, l'une des mentors, Chantal Lavallée du Collège militaire royal de Saint-Jean. Alors, je vous laisse maintenant entre les mains de notre modératrice et je vous souhaite une excellente table ronde. Merci, bienvenue à tous pour ce panel donc, qui a pour objectif de repenser les alliances européennes et transatlantiques. Eh bien, on se retrouve à penser ces alliances européennes et transatlantiques dans un contexte où on a un retour de la guerre en Europe depuis maintenant plus de 3 ans, où la relation entre l'Europe et les États-Unis s'inscrit dans un contexte de tension, de heurts, de transactionnel et de bilatéralisme violent, au mépris du comportement et de l'attitude que l'on peut attendre entre alliés. Et donc ce panel va s'atteler à réfléchir à cela, mais je voudrais d'abord noter que la relation transatlantique, en fait, depuis la fin de la guerre froide, il y a une difficulté d'une certaine façon à la penser. Une difficulté à penser cette relation transatlantique, et ça ne dépend pas uniquement en fait, du contexte trumpien. On a eu dans les années 90 une difficulté à faire émerger l'identité européenne au sein de l'OTAN. On parlait de piliers européens, il y avait les accords de Berlin Plus, signés maintenant il y a plus de 25 ans, mais qui ont été largement inutilisés. Aussi des limitations cognitives fixées par les Américains eh bien, pour limiter d'une certaine façon l'espace de possible de la défense européenne. Je pense notamment au 3D qui avait été lancé par la secrétaire d'État Madeleine Albright en 1998.
Les 3D qui voulaient dire que la défense européenne ne devait pas faire preuve de découplage, de duplication ou de discrimination. Et encore des limites pour penser cette défense européenne et cette relation transatlantique, c'est la boussole stratégique. La boussole stratégique sortie trop tôt en mars 2022, qui n'acte pas réellement la détérioration dramatique du contexte sécuritaire européen. Et c'est une boussole qui entérine une division du travail où d'une certaine façon il n'y a pas de place pour l'Europe dans tout ce qui est question de hard security. Alors, comme toutes ces questions n'ont pas nécessairement trouvé de solution, comme la relation transatlantique est une relation qui est assez complexe à penser, comme nos panélistes vont nous le démontrer, eh bien, ce panel va s'articuler autour de questions comme comment penser justement cette relation aux États-Unis, comment peut-être faire évoluer aussi le lien avec la Grande-Bretagne, notamment pour toutes les questions peut-être de dissuasion nucléaire, et puis comment penser l'émergence aussi de nouveaux leaders européens, et là je pense notamment en particulier à la Pologne, avec son ambitieux programme de réarmement, 4,7% du PIB cette année, 5% l'année prochaine. Donc comment penser aussi ces leaders européens, ces nouveaux leaders pour ces relations, ces alliances européennes et transatlantiques. Et donc pour nous en parler, en premier lieu, nous allons écouter la sénatrice Hélène Conway-Mouret. Vous êtes ancienne ministre déléguée chargée des Français de l'étranger, ancienne vice-présidente du Sénat, et vous êtes sénatrice représentant les Français établis hors de France. Vous êtes également vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, et vous êtes co-rapportrice du programme 146 sur l'équipement des Forces armées. Vous êtes également présidente du groupe d'amitié France-Caraïbes. Madame la ministre, je vous laisse donc nous proposer vos réflexions sur ce thème. Eh bien, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation. Alors, je vais m'exprimer en français parce que nous sommes dans l'amphithéâtre Foch, que j'ai découvert d'ailleurs en tant qu'auditrice de la 62e session de l'IHEDN. Donc, c'est un petit clin d'œil également pour cette belle institution. Je crois qu'un grand nombre d'entre vous ont eu le privilège d'en bénéficier. Alors, je vais vous apporter un éclairage français assez rapide. Alors, c'est un exercice un peu compliqué après les discours des deux ministres, particulièrement le ministre des Pays-Bas, que j'ai trouvé à la fois rassurant du point de vue français. Je pense que là, nous avons un discours un petit peu différent qui est en phase avec notre vision du monde et les choix que nous avons faits. Alors, parler d'alliance, je crois que d'abord, je ne vais pas revenir sur la définition de ce mot, mais les alliances sont aussi vieilles que l'humanité, parce que je crois que les hommes et les pays ont toujours forgé des alliances, tout simplement parce que ensemble, nous sommes plus forts. C'est un petit peu la devise des mousquetaires, n'est-ce pas? Un pour tous et tous pour un, qui est là en jeu. Nous avons à peu près, je crois, un peu plus de 650 alliances qui existent dans le monde aujourd'hui, avec une qui est absolument exceptionnelle, qui s'appelle l'OTAN. Exceptionnelle de par sa longévité, plus de 75 ans, et exceptionnelle aussi par le nombre de ses membres qui est croissant, puisque nous avons récemment vu l'arrivée de nouveaux d'entre eux. Mais une alliance que nous pensions, nous, immuable, mais qui est remise aujourd'hui en question par le partenaire principal, les États-Unis, parce que c'est une organisation militaire, certes, mais c'est aussi une alliance de cœur, au départ, qui a été créée pour défendre les valeurs démocratiques et notamment la liberté et l'état de droit qui aujourd'hui, d'une certaine façon, sont remises en question, sont remises en cause sur le plan de la politique interne américaine avec un démantèlement assez rapide des institutions fédérales et puis une interprétation du droit international qui est plutôt nouveau en matière diplomatique pour utiliser un langage qu'il est tout autant. Donc, forcément, cela a un impact sur la relation avec les partenaires, donc nous, Européens, qui ne sont peut-être plus forcément considérés comme des alliés, mais plutôt comme des protégés. Et je reviendrai sur ce point. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre au départ des États-Unis de cette alliance? Moi, je ne le crois pas sincèrement, en tout cas pas dans le court terme. Par contre, nous avons aujourd'hui une alliance qui se distend, qui se dénoue d'une certaine façon et qui, avec la remise en question de l'article 5, parce qu'à partir du moment qu'un membre de cette alliance décide de ne pas
spontanément venir en soutien des autres en cas d'agression extérieure, eh bien, cette alliance perd sa crédibilité, perd sa fiabilité qui repose sur la confiance des partenaires les uns avec les autres. Et aujourd'hui, c'est en fait où nous sommes dans cet état-là qui, jusqu'à présent, a donné toute sa force à l'alliance, une force dissuasive, hein, je ne parle pas de dissuasion nucléaire, mais bien une force dissuasive envers un agresseur potentiel. Alors, est-ce que c'est une parenthèse de l'histoire ? L'élection de Donald Trump, nous le pensions dans le premier mandat. Il est revenu au pouvoir très largement élu, avec un soutien aujourd'hui qui ne faiblit pas. Donc je pense que nous avons affaire là à un phénomène, un mouvement qui est profond au sein d'une Amérique qui a versé le sang de ses enfants, notamment avec la guerre en Afghanistan et en Irak, qui a touché quand même plus d'1 million de foyers américains. Et ce ne sont pas les familles américaines de New York ou de Washington qui ont été forcément touchées, mais bien l'Amérique profonde. Et c'est celle-ci aujourd'hui qui ne souhaite plus que les États-Unis continuent à être le gendarme du monde et donc soutient quelque part un mouvement isolationniste. Alors ce n'est pas le seul qui se retrouve dans l'administration Trump, mais quand même qui est assez fort. Le deuxième point aussi qui fait qu'il y a une distance aujourd'hui à mes yeux entre les Européens et les États-Unis, je pense que c'est un fait générationnel où la jeune génération américaine, aujourd'hui, n'a plus le lien sentimental, affectif qui pouvait exister avec l'arrivée d'Européens aux États-Unis qui s'installaient, qui continuaient à peut-être transmettre leur langue, et aujourd'hui, ce n'est absolument plus le cas. Et puis, bien sûr, sur le plan politique, et cela a été rappelé par les ministres, avec une priorité qui n'est certainement pas l'Europe, qui est la Chine. Alors, bien sûr, cela est un défi structurant sur le plan des armées américaines, mais également sur le plan économique, où les États-Unis ne souhaitent absolument pas que la Chine assume le leadership mondial. Et donc, nous avons cette course effrénée vers les ressources naturelles, parce que les velléités envers le Canada et le Groenland aujourd'hui sont simplement basé sur les ressources naturelles que ces pays possèdent. Alors il y a peut-être une guerre économique, mais je pense que cela n'est qu'une façade, mais que derrière cela, il y a la volonté des États-Unis d'acquérir un maximum de ressources pour pouvoir notamment gagner également la course technologique. Donc après ce constat, quel choix avons-nous, nous, Européens, dans cette alliance? Alors ce que je vous ai donné, c'est un constat, je pense, factuel, il n'y a pas de complotisme dans mes propos. Nous avons aujourd'hui une alliance qui est basée sur une asymétrie qui est très forte sur la matière militaire entre les Européens et les États-Unis, qui fait que, je parlais tout à l'heure de protéger plutôt que d'allier entre les différents partenaires. Mais une asymétrie également économique qui s'est creusée avec le temps, avec une Europe aujourd'hui qui perd finalement sur le plan économique l'avantage que nous pouvions avoir pendant quelque temps. Et donc, aujourd'hui, cela donne les coudées franches aux Américains, avec des Européens qui vivent dans la peur de l'abandon et dans la peur d'un engagement non voulu dans lequel ils seraient forcés de participer avec un partenaire américain totalement dominant. Alors, est-ce que nous pouvons essayer de réparer cette asymétrie? Oui. Je crois que nous nous y employons avec une augmentation phénoménale des budgets qui sont alloués à la défense. Est-ce que nous pouvons renforcer le pilier européen qui a été mentionné tout à l'heure par le ministre? Certainement, au sein de l'OTAN. Mais là, je crois que nous n'avons plus le choix. Nous sommes pris dans un tempo Trump qui nous est imposé aujourd'hui de concilier le court terme et le long terme en même temps. Alors, vous savez que le « en même temps », c'est un terme français qui est devenu populaire, mais je crois que ça doit devenir un terme européen aujourd'hui parce que, nous devons avancer très, très vite. Que pouvons-nous faire également? Nous pouvons renforcer les coopérations au niveau européen
entre Européens. Alors là, je parle pour les Français. Nous avons, vous savez, le traité du Quirinal avec l'Italie, Lancaster House avec les Anglais, l'Élysée et Aix-la-Chapelle avec les Allemands. Et je crois que nous pouvons, par le biais de traités, renforcer, mais pas simplement nous arrêter aux Européens de l'Union européenne, mais aller au-delà, vers les membres de l'OTAN aujourd'hui. Et ce pilier européen qui peut, sur le plan économique, finalement, se centrer ou se concentrer sur l'Union européenne, qui a cette force aujourd'hui, qui est absolument phénoménale, que le ministre hollandais d'ailleurs a rappelé. Je crois que c'est un signal très très fort pour nous d'enfin prendre confiance en nous. Eh bien, j'ai perdu le cours de ce que je voulais dire, donc c'est très bien. Oui, nous reposer sur ce pilier européen, avec la possibilité, en effet, pour l'Union européenne d'emprunter, de lever des fonds que nous n'avons pas sollicités jusqu'à présent. Donc, je termine maintenant, parce que j'étais un petit peu long, j'espère. Non, ça va ? Bon, très bien. De travailler à faire converger nos intérêts avec les Américains dans un premier temps, parce que je pense que dans le court terme, nous ne pouvons pas nous passer d'eux. Dans le long terme, c'est à eux de décider. Je crois que, en effet, pour un certain nombre de pays, il est très difficile de concevoir que les Américains ne seront pas toujours là pour assurer notre sécurité. Mais avec le discours que nous venons d'entendre, pour moi, c'est une première. J'ai été vraiment rassurée et heureuse d'entendre ce discours-là, que je n'attendais pas d'un partenaire européen, mais d'avancer vers ce que nous avons eu jusqu'à présent, nous en France, mais ce sont des choix qui ont été faits il y a très longtemps, et notamment par le général de Gaulle, d'avoir une autonomie stratégique. Alors c'est un terme qui était compliqué à partager, peut-être que les Français n'ont pas fait beaucoup d'efforts pour l'expliquer, mais aujourd'hui, je crois que c'est absolument essentiel que nous allions comme un objectif, en tout cas, de nous donner cet objectif-là pour avancer ensemble. Je terminerai en disant que nous avons en effet 500 millions de citoyens européens, nous avons une force financière phénoménale et qu'il est temps peut-être de nous préparer psychologiquement, émotionnellement également, à entrer dans un monde nouveau où l'Amérique ne sera plus notre protection première, et où nous devons également dissuader la Russie, et cela a été rappelé par les deux ministres, qui aujourd'hui est quand même la menace principale en Europe, d'aller plus loin dans son impérialisme révisionniste. Je vous remercie. Merci. Merci Madame la Ministre. Je note donc cette distance due au fait générationnel et à la perte en fait de sentiment d'appartenance, de destin commun qui a été forgé aussi dans les guerres mondiales et dans la guerre froide. Et tout cela se distend effectivement pour les jeunes générations. On assiste d'une certaine façon à une déseuropéanisation des États-Unis. Et je rajouterai à la liste des traités que vous avez mentionnés, Lancaster House, Quirinal, Aix-la-Chapelle, celui à venir de Nancy, avec la Pologne qui devrait donc intervenir au printemps 2025. Je voudrais maintenant céder la parole au député Marcos Perestrello de Vasconcelos, qui a été secrétaire d'État à la Défense nationale et aux Affaires maritimes de 2009 à 2011, secrétaire d'État à la Défense nationale du Portugal de 2015 à 2018. Vous avez occupé le poste de président de la Commission de la Défense nationale du Parlement portugais, et dont vous êtes actuellement le vice-président. Vous siégez également au sein de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Vous avez présidé la sous-commission sous les partenariats et vous présidez cette AP OTAN récemment depuis novembre 2024. Alors une question simple, quo vadis NATO ? Merci Amélie. Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Il dit partout qu'il y a des problèmes de parité dans la défense. Alors, il faut que je sois à l'auteur de la responsabilité de représenter la minorité dans cette table ronde. Bon, mesdames, messieurs, nous sommes aujourd'hui à un moment décisif. L'Europe et l'Amérique du Nord sont à la croisée des chemins. Et il y a eu, de la part de l'administration américaine, un net changement de ton, un changement d'approche et un changement de politique sur certains dossiers clés. Cela nous oblige à tous
à tous nous, à nous adapter. Mais nous ne devons rejeter la tentation de la division. L'indignation est légitime, mais elle ne résout rien. La relation transatlantique est et sera désormais différente, mais nous devons continuer à croire en elle. Elle vaut la peine d'être défendue. It is worth to fight for the transatlantic relation. Nous devons avec calme, patience et responsabilité chercher à définir un nouveau consensus transatlantique. L'action du président Macron ces dernières semaines va dans ce sens. Je tiens à la saluer ici. Elle est à la hauteur du moment charnière que nous vivons. Ce nouveau deal transatlantique que j'appelle de mes voeux doit, selon moi, reposer sur le renforcement de l'OTAN et sur un réalignement transatlantique sur l'Ukraine. Permettez-moi de proposer quelques pistes de réflexion sur chacune de ces priorités. Tout d'abord, l'OTAN est et restera la pierre angulaire de notre sécurité, celle de l'Europe, mais aussi celle de l'Amérique du Nord. L'administration américaine a réaffirmé son attachement à l'OTAN et à la sécurité transatlantique, mais elle a aussi fait part de son intention de pivoter ses efforts et son attention vers les régions Asie-Pacifique. Dans ce contexte, le rééquilibrage est nécessaire. L'Europe et le Canada doivent faire plus et prendre le relais. La volonté de mieux partager le fardeau, voire de le transférer, est là. Mais il est impératif de tirer les leçons du renforcement de la posture de dissuasion et de défense de l'OTAN, amorcée après l'annexation illégale de la Crimée en 2014 et accélérée depuis l'invasion en 2022. Une réalité s'impose. Nos efforts ont été trop lents et insuffisants. Nous sommes entrés dans une ère où le rythme de l'histoire s'est accéléré. L'heure n'est plus aux déclarations d'intention, mais à l'action. Tout d'abord, nous devons inverser la logique et prendre comme point de départ la nécessité d'avoir des forces prêtes, équipées et interopérables. Lors du prochain sommet de l'OTAN à La Haye, les dirigeants alliés doivent donc s'accorder sur les nouveaux objectifs capacitaires ambitieux. Il n'y a pas de dissuasion et de défense crédible sans capacité crédible. Deuxièmement, et en conséquence, il nous faudra augmenter de manière significative nos objectifs de dépenses pour développer et déployer ces capacités au plus vite. Il est clair désormais que consacrer 2% de notre PIB à la défense est, à cet égard, largement insuffisant. Troisièmement, l'Union européenne doit soutenir et compléter les efforts nationaux. Je me réjouis que les 27 aient approuvé la semaine dernière la proposition de la présidente de la Commission, Mme von der Leyen, sur l'activation de la clause de sauvegarde nationale pour les dépenses de défense, sur les prêts de l'Union européenne pour les achats en commun et sur l'élève de restrictions imposées à la Banque européenne d'investissement en matière de financement de la défense. Nous devons également augmenter le Fonds européen de défense. À l'heure actuelle, il ne représente que 0,16% du budget total de l'Union. C'est absolument insuffisant. Les Européens doivent aussi remplir le vide créé par la baisse des financements de l'aide au développement pour ne pas laisser le champ libre à la Russie et à la Chine, notamment en Afrique et en Amérique latine. Des vides stratégiques n'existent pas. L'Europe doit se montrer à l'auteur et rapidement, une Europe plus forte et plus compétente au sein de l'OTAN est une nécessité. Il est par ailleurs
urgent de retrouver la voie d'un consensus transatlantique concernant l'Ukraine. Je soutiens pleinement les efforts entrepris par le président Macron et le Premier ministre Starmer à cet égard. Nous devons continuer à insister sur le fait que l'issue de toute négociation sur l'Ukraine créera un précédent aux répercussions mondiales. Pékin, Téhéran et Pyongyang observent avec attention. Les priorités sont claires. Nous devons continuer à soutenir l'Ukraine pour répondre à ses besoins à court terme et pour renforcer sa position à la table des négociations. Deuxièmement, l'Europe, l'Amérique et l'Ukraine doivent travailler de concert et avec détermination à l'instauration d'une paix juste et durable, soutenue par des garanties de sécurité solides par lesquelles tout nous doit être disponible. Troisièmement, l'Europe doit se mobiliser, dès aujourd'hui en fournissant immédiatement de l'aide, mais aussi en montrant qu'elle est prête à prendre l'initiative pour garantir une paix sur le long terme dans le cadre d'un futur accord. À ce moment charnière, je suis convaincu que le multilatéralisme et la diplomatie parlementaire sont plus importants que jamais. Et je suis déterminé à faire en sorte que l'Assemblée parlementaire de l'OTAN joue pleinement son rôle. Face aux défis qui se dressent devant nous, il est de notre devoir, en tant que parlementaires, de convaincre nos concitoyens qu'investir dans la défense, c'est investir dans la paix. De les convaincre que soutenir l'Ukraine dans son combat pour la liberté n'est pas seulement un impératif moral, mais aussi une nécessité stratégique. De les convaincre que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est notre sécurité, bien sûr, mais aussi notre prospérité, nos acquis sociaux et culturels, les fondements de nos systèmes politiques démocratiques. Merci. Merci, monsieur le député. Je retiens quelques points de votre intervention. Le rééquilibrage nécessaire, mais où l'Europe doit être côte à côte avec le Canada. Et on aura peut-être, avec Chantal Lavallée, un point de vue canadien sur la question. Deuxième point, d'avoir des objectifs ambitieux désormais, et plus seulement des discours, augmenter notamment les programmes d'armement européens. Et enfin, l'enjeu vital du soutien à l'Ukraine. Je vais maintenant passer la parole à Madame Irina Raluca-Zidaru. Vous êtes directrice générale des affaires stratégiques au sein du ministère des Affaires étrangères de Roumanie et vous supervisez l'activité de plusieurs directions, Amérique du Nord, politique de sécurité, contrôle des armements, non-prolifération et désarmement, que des sujets extrêmement simples, ainsi que celle de représentant spécial pour les questions hybrides et cyber. Vous avez précédemment occupé les fonctions de directrice générale du département des affaires régionales et de directrice pour les Balkans occidentaux et la coopération régionale. Et à ce titre, vos principales missions concernaient les relations avec la Russie, l'Ukraine, la République de Moldavie, les Balkans occidentaux, le Caucase et l'Asie centrale. Madame Zidaru, je vous cède la parole pour 10 minutes. Merci. Merci. Merci infiniment pour cette invitation. Félicitations aux organisateurs. Tout d'abord, je voudrais remercier la France pour être la nation cadre en Roumanie au groupement de bataille de l'OTAN. Je voudrais aussi remercier le Portugal pour être présent en Roumanie dès le premier jour après l'agression de la Russie à l'Ukraine, il y a 3 années. Et aussi, je voudrais aussi remercier tous les alliés de l'OTAN et nos partenaires de l'Union européenne pour être présents et pour soutenir la Roumanie avec des troupes dans notre territoire, sur notre territoire et aussi dans les missions de la Enhanced Air Force Police. C'est quelque chose que la Roumanie fait aussi dans les pays baltiques. Sur le sujet de cette table ronde, il est clair qu'on est dans un moment extrêmement important pour la relation transatlantique, qui est aussi un défi pour l'Union européenne. Je crois que l'Union européenne doit démontrer le fait qu'elle est capable de soldier on et carry on
of the most important duty of our times, which is defying Russia, and being à l'auteur du moment en ce qui concerne la relation transatlantique. Et l'Europe a démontré d'être capable d'être extrêmement engagée pour cet achèvement. Tout d'abord, on a commencé avec le Conseil européen extraordinaire de la semaine passée et on va continuer avec un engagement solide en ce qui concerne le soutien de l'Ukraine. Tout d'abord, il faut que je fasse une référence à la white paper qui va être présentée dans le mois de mars, où l'Union européenne fera des gestes extrêmement clairs en ce qui concerne son volonté d'être engagée pour partager le fardeau et pour consolider la dimension de la défense européenne. En pensant sur cette dimension de la défense européenne, nous devons également considérer le fait que nous devons engager de plus le Royaume-Uni et la Norvège. Il faut qu'on valorise tout ce que le PESCO représente. Et en même temps, nous devons penser à consolider la relation stratégique entre l'Union européenne et l'OTAN. C'est une des dimensions extrêmement relevantes du partenariat transatlantique. Il faut aussi qu'on pense à des milieux et des outils extrêmement appliqués pour développer la même coopération avec le Canada. Et on doit se concentrer avec extrêmement d'agilité pour démontrer à la Russie que le moment de sphère des influences est passé, il appartient à d'autres siècles et que nous tous sommes unis pour consolider l'Union européenne. En même temps, il y a des espaces dans l'Europe où nous devons concentrer nos efforts. Je pense au parcours européen de la République de Moldova et de l'Ukraine et également pour achever notre travail dans les Balkans occidentaux. Nous devrons continuer sur les dossiers qu'on a déjà ouverts et nous devons démontrer que tout ce qui a été discuté et lancé il y a 20 années ou plus par les accords de Saint-Malo ou par les arrangements Berlin Plus doivent être consolidés et doivent être portés à un niveau supérieur. Merci beaucoup. Merci. Merci Madame. Je retiendrai donc l'importance du soutien et de la solidarité entre alliés qui fonctionne sur le flanc Est et qui réussit à dissuader la Russie depuis 2016, depuis que cette décision a été prise au sommet de Varsovie. L'importance de la coopération non seulement avec le Canada, comme l'a mentionné Monsieur le député, mais aussi avec la Norvège et la Grande-Bretagne. La Norvège qui est déjà présente d'ailleurs dans la Facilité européenne pour la paix et qui aide donc via l'UE l'Ukraine. Et puis le livre blanc qui est important, mais un écrit n'est pas nécessairement performatif et donc il faudra l'incarner aussi rapidement. Je cède maintenant la parole à Maud Kessar. Maud Kessar est maître de conférence des universités, directrice du domaine euro-atlantique à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire, donc ici même. Maud, vous êtes docteur de l'université Sorbonne Nouvelle, diplômée de Sciences Po, et vous enseignez à Paris 2 Panthéon-Assas. Vous avez enseigné aussi à Poitiers, à l'UEP de Bordeaux, à Sciences Po Paris. Et vos recherches portent principalement sur les enjeux stratégiques américains, les compétitions de puissance, les guerres de l'information et les stratégies d'influence. Maud, je pense que vous vouliez commencer par dire un mot sur la situation de nos collègues américains. Absolument, Amélie. Merci beaucoup à tous pour cette belle organisation et surtout un grand merci à nos collègues canadiens qui, fort à propos, ont monté ce panel de longue date. Et ça m'amène à dire un mot d'abord de ma position dans ce panel. Effectivement, j'ai un statut académique et je représente le monde universitaire sur ce panel. Le monde universitaire qui est particulièrement frappé dans l'espace euro-atlantique et particulièrement aux États-Unis par le grand bouleversement
bouleversement dont je vais vous parler dans un instant, ce big shift, comme on dit en anglais, cette rupture. Et cette rupture, elle touche directement nos collègues américains dans le monde universitaire et qui travaillent sur les questions de défense et de sécurité, pas simplement dans les universités ou dépendant de fonds fédéraux qui travailleraient sur des objets qui seraient tout à fait décentrés de notre propos du jour. Pas du tout. Notre collègue Andrew Movo, aujourd'hui, qui travaille comme civil de la défense à National Defense University, n'est pas parmi nous, car les fonds, en fait, pour la recherche ont été coupés brutalement vendredi dernier. Donc, en fait, c'est assez symptomatique, cet exemple, de ce dont je vais vous parler tout de suite, à savoir ce grand bouleversement qui, est enclenché par l'administration Trump 2, pas tout à fait le même que celui de l'administration Trump 1. Nous avons passé un stade, et l'exemple que je viens de donner ici, qui donc nous touche directement ce matin, est symptomatique de cette dislocation qui a cours et finalement de ce que j'appellerais un grand paradoxe de la volonté de puissance de l'administration Trump 2. Grand paradoxe, pourquoi? Et en une phrase, parce que si l'on veut être une grande puissance, eh bien on ne s'aborde pas l'ensemble de son appareil d'État. Et je crois que, Madame la Ministre, c'était le sens de votre propos, pas de torpillage de l'appareil d'État américain, que ce soit donc l'appareil d'État qui s'occupe donc des affaires intérieures, mais aussi des affaires extérieures. Et c'est ce qui est particulièrement effectivement inquiétant pour nous ici ce matin, à l'heure où l'on s'interroge sur la fiabilité du grand allié et du grand ami américain, puisque c'est un grand allié et un grand ami. Et en ma position d'académique et travaillant de longue date sur les États-Unis, je sais à quel point nous travaillons étroitement avec nos collègues quand nous le pouvons. Aujourd'hui, effectivement, cet allié montre des signes de vulnérabilité, non pas de puissance à mon sens, puisque cet allié est moins fiable dans le cadre de ce qui a été porté par l'administration Trump sur l'article 5, mais toutefois, même si, et le discours de Munich en a été le point d'orgue, sans doute a-t-il ébranlé aussi les réactions ici en Europe, ça n'est pourtant pas une énorme surprise si l'on regarde les choses sur le temps long. Alors je vais sortir ma casquette d'historienne, puisqu'aujourd'hui on fait beaucoup d'histoire sur cette question. Et je vous citerai pour résumer le point de Washington, puisque c'est ce qui m'a été demandé par notre modératrice. Quel est le sentiment à Washington? Je vous citerai ce sénateur américain qui nous disait parler de la force, de la proximité, de la confiance, du réalisme et de la flexibilité de l'OTAN, c'est bien beau. Mais il me semble qu'il y a un contraste entre ces mots et le fait que les 250 millions de personnes en Europe occidentale, avec d'énormes ressources industrielles et une longue expérience militaire, sont incapables d'organiser une coalition militaire efficace pour se défendre contre les 200 millions de Russes qui doivent en même temps aussi faire face à la menace chinoise, mais qui continuent après 20 ans à dépendre des 200 millions d'Américains pour leur défense. Conclusion du sénateur Mansfield, sénateur démocrate, le statu quo a été sûr et confortable pour nos alliés européens, mais cela a rendu les Européens moins intéressés par leur propre défense. Ce constat d'un sénateur démocrate et non pas d'un partisan MAGA, il a été fait en 1970, à un moment de bascule aussi pour l'histoire que tu rappelais, Amélie, en préambule, qui est tumultueuse et qui a connu des hauts et des bas donc entre l'Europe et le grand allié américain. Donc, ce qui m'intéresse en 4-5 minutes, puisque c'est le temps qui nous est imparti, c'est de pouvoir insister sans doute sur la nature de ce changement, de paradigme. Et cette nature, elle est portée par donc les dirigeants politiques au sein de l'exécutif, le président et le vice-président, Vance, que nous avons écouté donc au discours de Munich, et qui marque une véritable rupture avec les alliances traditionnelles, beaucoup plus forte que celle dont on avait fait le constat au terme de l'administration Trump 1, où nous avions travaillé avec les collègues américains sur cet ouvrage, Trump et les alliances, nous posions la question de l'Amérique en retrait. L'Amérique n'est pas
véritablement en retrait ici. Le projet de Donald Trump est un projet néo-impérialiste, c'est son projet personnel, et le projet de J.D. Vance est un projet nationaliste et illibéral. Donc la rupture majeure, elle n'est pas tant sur le fait que les Américains voudraient se désengager d'Europe pour achever la bascule stratégique vers l'Asie, ce fameux pivot dont on aime attribuer la paternité à Barack Obama. Si on regarde bien, Clinton n'avait pas dit autre chose, et bien sûr, et la puissance américaine s'est quand même construite entre eux deux grandes façades, la façade atlantique certes, mais la façade pacifique aussi, et il est bon de se le rappeler puisque c'est toujours à l'esprit des décideurs américains. Donc ce projet qui est porté aussi, non pas que par Trump, mais aussi par J.D. Vance, ce n'est pas effectivement une parenthèse, c'est un projet de long terme, c'est celui qui est en train de remodeler et de refaçonner complètement les rapports entre puissances au sein de l'ordre mondial tel que nous l'avons connu depuis 1945. Ça aussi, on l'avait dit en 2019 et en 2020 quand on a voulu dresser le bilan de la première administration Trump. Toutefois, la rupture majeure, elle repose sur les valeurs, sur ce que vous tous et toutes autour de cette table avez rappelé sur le projet commun que nous avions avec les Américains et avec les décideurs américains. Alors, certes, il n'y a pas que l'administration Trump, avec un projet assumé qui est donc illibéral, et je le rappelle, qui a une communauté de valeurs encore avec les Européens. Il y a des espaces de dialogue qui sont possibles quand ils le sont permis, et nous allons œuvrer pour que ce le soit. Mais toutefois, il ne faut pas faire preuve de naïveté en se disant que nous n'assistons pas à une redéfinition de ce qu'est le monde libre. Donc c'est bien un combat pour les valeurs qui s'engage à l'heure où J.D. Vance, pour reprendre les termes de ma collègue et amie Marlène Laruelle, parle dans les relations internationales d'un véritable darwinisme social multipolaire. C'est-à-dire qu'en fait, pour résumer, c'est plutôt la loi du plus fort qui prévaut. Et une fois que les grandes puissances s'entendent entre elles, eh bien, les petites et moyennes puissances, elles, devront s'arranger à la marge de ce que les plus gros auront décidé. Donc on a bien une réorientation du système international. Et vu de Washington, c'est aussi, et ça c'est encore un petit rappel sur le temps long de l'histoire, c'est une nouvelle doctrine Monroe où les États-Unis imposent leur domination sur les nations qu'ils jugent stratégiques, le Canada qui est avec nous ce matin, le Groenland, mais aussi Panama, ce qui est un théâtre extra-européen, mais vous l'avez rappelé, en fait, l'ensemble des enjeux, l'Ukraine et les enjeux, les visées américaines sur d'autres territoires doivent être perçus et analysés, approchés avec une vision globale. Les Américains, en voulant achever la bascule stratégique vers l'Asie et en considérant la Chine, ils la considèrent comme une menace à l'échelle globale et pas à une échelle territoriale. Je crois que notre ministre rappelait tout à l'heure qu'effectivement, parfois, on a tendance à regarder de manière nos priorités régionales sans véritablement faire le lien entre les différents théâtres. Les Américains ont deux théâtres. Ils ont toujours ce dilemme des deux théâtres. Pour Trump, ce n'est plus un dilemme. Jusqu'à présent, la guerre en Ukraine, c'était le dilemme du théâtre européen ou asiatique, Ukraine ou Taïwan. Aujourd'hui, l'administration Trump et Vance ont choisi et donc nous devons nous adapter. De là, à quoi pouvons-nous réfléchir? Et c'est mon troisième et dernier point. Quel scénario et options pour les alliés des États-Unis? Madame la ministre, vous avez déjà esquissé des pistes, vous-même également. Donc forcément, de Washington, certains verraient leurs alliés, leurs partenaires, alors on dirait plus trivialement, plus vassalisés, où on parlerait d'une intégration renforcée avec Washington, mais qui aurait quand même un coût élevé en termes de souveraineté. Et peut-être que nous n'en avons pas vraiment envie. Nous n'avons pas envie non plus que certains des petites et moyennes puissances soient des satellites en fait des intérêts américains, à l'heure où les États-Unis utilisent finalement les leviers commerciaux et la politique donc des droits de douane comme finalement un arsenal. On parlait pour la première administration de weaponization des outils économiques. Je crois qu'on est complètement dans cette arsenalisation qui permet les rapports de force et qui permet donc un bilatéralisme accru et sans doute, bien sûr, une approche très transactionnelle de ces enjeux. Donc, deuxième scénario qui est forcément plus séduisant et
auquel l'ensemble de la communauté des chercheurs et des praticiens transatlantiques ont réfléchi. C'est bien sûr le pilier européen de l'OTAN que vous évoquiez, mais vu de Washington, ce pilier européen de l'OTAN, il doit être particulièrement crédible. Il doit apporter des garanties à court terme, en raison de l'urgence de la situation en Ukraine, et sur le moyen et long terme. Et pour parler aux Américains, ceux qui doivent nous écouter, eh bien, nous devons être crédibles, avec peut-être 3% du PIB, puisque nous avons un sommet de l'OTAN en juin. Évidemment, c'est à l'esprit. Et puis, dernier point de scénario et de prise en compte en fait, de ce changement du paysage international, c'est bien sûr le maintien d'une alliance équilibrée. À court terme, nous ne pouvons pas nous être non engagés avec Washington, mais nous devons absolument réduire notre vulnérabilité économique et militaire et également notre dépendance numérique. Bien sûr, c'est un sujet crucial. Penser aussi que si l'ensemble de ces enjeux se pense à l'échelle globale, bien sûr, nous avons besoin de renforcer nos partenariats avec des alliés comme le Canada, tout naturellement, mais aussi avec nos partenaires stratégiques extra-européens. Donc l'Inde, bien sûr, le Brésil, la Corée, pas seulement, car évidemment, si nous voulons avoir un levier de négociation avec l'Amérique de Trump et les alliances MAGA, nous devons aussi parler leur langage et savoir jouer sur les terrains où ils ne le sont pas. Et parmi les recommandations qui sont données par non seulement nos collègues américains qui ne partagent pas peut-être la ligne politique de l'administration Trump, mais aussi d'autres collègues coréens ou canadiens ou scandinaves, eh bien, l'idée, c'est de pouvoir réfléchir à des coopérations et des cadres de discussion qui soient peut-être aussi en dehors de l'OTAN et qui abordent des grandes questions qui sont nécessaires, qui ne sont pas simplement des questions de sécurité. Il y a les questions aussi humanitaires et de santé qui sont importantes. Il y a souvent les partenaires asiatiques ont regardé l'OTAN comme une curiosité qui pouvait être intéressante à importer dans leur espace. Nous avons regardé le Quad, qui a été en Indo-Pacifique, donc ce dialogue quadrilatéral qui permet de penser aussi d'autres urgences. Eh bien, c'est tous ces objets-là qui sont importants, s'adresser aux pays du Sud global qui, qu'on le veuille ou non, selon les appellations, sont présents et font partie aussi de ce jeu des équilibres mondiaux. Nos compétiteurs stratégiques russes et chinois ne l'ont pas oublié. C'est une carte à jouer pour les Européens aussi face donc au volte-face américain. Et finalement, je finirai par un mot, un point qui me tient toujours beaucoup à cœur, à savoir que face à donc ces nouveaux jeux de puissance et à ce nouveau paradigme mondial, bien évidemment, sans doute que les Européens vont devoir pratiquer ce que pratiquent les autres petites et moyennes puissances pour se faire entendre et avoir des effets de levier, à savoir ce qu'on appelle en relations internationales aussi le hedging, la couverture de risque. Et la couverture de risque comprend un grand autre acteur qui n'est pas la Russie mais la Chine. Merci beaucoup, Maude. Je retiens aussi donc le retour à l'histoire qui moi, me semble très pertinent, mais c'est parce que j'ai été historienne dans une autre vie aussi. Comme idée force, ce paradoxe, ce grand paradoxe de la volonté de puissance, et cette volonté de puissance qui passe donc par un bilatéralisme accru, par aussi distribuer des bons points entre qui a un bon, qui a un mauvais allié, le mauvais allié étant l'Allemagne, le bon allié étant par exemple la Pologne, comme on l'a vu lors de la visite du secrétaire à la Défense ex-7 mi-février. Je retiens aussi ces idées concernant l'OTAN, concernant le pilier européen de l'OTAN, et peut-être que le pilier européen de l'OTAN passera aussi par une plus grande européanisation de l'OTAN, plus de postes pour les Européens au sein de l'OTAN. Les Américains ont 3 commandements opérationnels sur 6, plus le poste de SACEUR. Et dernier point, très important, les valeurs illibérales. L'OTAN, elle est fondée sur la défense des valeurs libérales et démocratiques, sur la défense du droit international. Et là, en fait, on a le leader politique et militaire de l'OTAN qui est en contradiction totale avec ces valeurs. C'est déjà arrivé au sein de l'OTAN que des pays sont en contradiction.
Mais là, c'est le leader et donc ça interroge évidemment fortement. Je vais céder maintenant la parole à Chantal Lavallée. Chantal Lavallée est professeure agrégée en études internationales, directrice du Centre sur la gouvernance sécuritaire et de crise au Collège militaire royal de Saint-Jean au Canada, docteur en sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal. Vous avez été en poste précédemment à Oslo, à l'IRSEM ici à Paris, à Montréal, à Bruxelles. Vous avez également obtenu une bourse postdoctorale Marie Skłodowska-Curie de l'Union européenne, et on sait à quel point c'est prestigieux. Et vous avez été en poste aussi à l'European University Institute. Vos recherches portent sur la contribution de la Commission européenne aux questions de sécurité et de défense, ainsi que sur les technologies émergentes, notamment les drones. Chantal Lavallée, merci. Bonjour, merci pour cette belle présentation. Je tiens à remercier les organisateurs de ce panel qui s'inscrit dans ce que vous pouvez voir sur la bannière, Personnalité d'avenir, France-Canada, une très belle initiative donc qui permet aussi d'aller donner un rayonnement supplémentaire avec ce panel. Ce panel qui m'a particulièrement, dans la préparation de mon propos, puis parlant la dernière, je risque de reprendre, de me faire un peu en écho de ce qui a été dit, mais c'est vrai qu'on arrive à un moment charnière de l'histoire. J'ai dit plusieurs fois encore cette semaine, génération post-guerre froide. Je pensais qu'on allait être la génération qui allait bénéficier de cette période d'accalmie, des retombées d'une période pleine d'opportunités, mais surtout de paix, de stabilité. Préparant mon propos, j'ai l'impression que juste dans la dernière semaine, avoir dû me repositionner. Donc, peut-être un élément d'abord à mentionner. Donc, oui, effectivement, je suis au Collège militaire royal de Saint-Jean, mais comme Maude Kessler, je suis aussi universitaire. Il s'agit d'une université militaire, donc je ne représente pas le Canada et je ne vais pas présenter une position du gouvernement, mais au contraire, comme chercheuse et spécialiste de l'Union européenne. Mon propos s'inscrit dans le contexte actuel, déjà de la guerre en Ukraine qui est toujours en cours. Il y a les discussions, mais l'allié qu'on pensait compter prendre pour acquis, les États-Unis se repositionnent. Un repositionnement, on vient de le dire, de plusieurs façons. Un repositionnement qui inquiète, qui soulève beaucoup de questionnements. Repositionnement face au conflit en Ukraine, mais sur la scène internationale également. Et à cet égard, comme Canadienne qui inquiète, les États-Unis ont toujours été un voisin incontournable, seul, et plutôt parfois confrontant, disons, plein de défis dans cette relation canado-américaine, mais jamais personne, je pense, au Canada n'a pensé qu'un jour on allait pouvoir même concevoir une menace territoriale de la part de notre voisin du Sud qui ouvertement prend plaisir à penser à l'annexion du Canada de façon assez burlesque, sans parler également aussi du Groenland. Donc, des prétentions territoriales qui inquiètent, mais également qui soulèvent plusieurs questionnements dans le contexte actuel où tous espèrent arriver à trouver un accord de paix juste, équitable pour l'Ukraine et les parties prenantes, évidemment, mais surtout d'un point de vue ukrainien. Dans ce contexte-là, ma contribution, je vais être ravie de répondre aux questions qui portent davantage sur le Canada, mais étant spécialiste de l'Union européenne, ce que je voulais, dans les quelques minutes qui me sont accordées, et qui vont peut-être recouper ce qui a déjà été dit, mais de voir en fait comment l'Union européenne se positionne. Je pense qu'on arrive souvent à re-questionner les alliances, à vouloir les repenser, à vouloir inventer la roue du système international. Je pense que d'un côté européen, il y a beaucoup d'éléments, d'outils à disposition qui peuvent être utilisés et qui le sont, donc de façon adapté à la situation. Donc, mon propos, ce serait de voir peut-être à 3 niveaux d'action en ce moment, de voir en Europe, au sein de l'Union européenne, mais des États européens, la dynamique qui se met en place au niveau de l'Union européenne et au niveau de la relation Union européenne-OTAN. Je pense qu'il y a énormément de choses qui ont été mises en place dans les dernières années et qui peuvent servir de levier d'action
dans le contexte actuel. La touche que j'aimerais rajouter, je pense que c'est le défi, c'est cette temporalité, parce qu'on arrive à un moment où on est un peu en état d'urgence, donc on s'attend des réactions immédiates à court terme de beaucoup des dirigeants en place, mais je pense que c'est en court terme et le long terme, et je pense qu'à tous ces niveaux, on voit des éléments se mettre en place qui permettent d'agir à court et à long terme. Donc, c'est à la fois un défi, mais je pense que dans un contexte où les tensions montent, c'est bien de penser une action aussi à différents moments. Donc, d'abord, au niveau européen, je pense qu'on peut rappeler, puis on l'a déjà dit, en Europe, dans beaucoup de pays de l'Union européenne, on a vu déjà s'activer beaucoup de coopération au niveau régional. Encore, on parlait de la France avec beaucoup de ses partenaires européens, mais on peut aussi penser juste la semaine dernière, les Danois, les Finlandais qui ont signé un nouvel accord de défense, donc de voir une volonté de cette unité des pays du Nord, mais de plusieurs régions aussi de se coordonner. Mais même au niveau des États, on peut penser à l'Allemagne qui, dans les dernières années, a vraiment revu son positionnement sur les questions de défense et que même au niveau national, ces décisions vont aussi renforcer éventuellement cette capacité de l'Union européenne de se positionner sur les enjeux de défense. Donc, beaucoup d'initiatives au niveau national, des coopérations bilatérales, multilatérales qui sont mises en place. On a beaucoup minimisé aussi le rôle de la communauté politique européenne qui permet un partenariat entre l'Union européenne et les autres pays européens sur le continent, mais qui permet quand même cet espace de dialogue. Donc, on voit quand même plusieurs outils qui viennent renforcer l'échelle européenne, mais qui peuvent aussi servir de levier d'action. Au niveau européen, encore là, un temps court, on a vu les États membres s'activer rapidement. On a déjà parlé de la Facilité européenne pour la paix qui a permis une aide militaire à l'Ukraine à travers aussi un budget européen, ce qui a fait tomber plusieurs tabous. Donc, un temps court d'action qui a permis aux États de rapidement soutenir militairement l'Ukraine, mais également au niveau européen et de façon parfois qui semblait surprendre la Commission européenne, qui est moi mon sujet de thèse, donc mon sujet de recherche depuis longtemps, mais qui arrive à se positionner avec une série d'initiatives dans les dernières années et encore donc la semaine dernière avec un plan de défense discuté au Conseil européen extraordinaire, mais qui permettrait de débloquer des fonds, stimuler les coopérations, mais là on est encore dans une logique plus à long terme, mais qui risque d'être quand même nécessaire et importante à cet égard. On a aussi parlé du livre blanc qui devrait être présenté par la Commission européenne le 19 mars ou dans ces dates, qui va permettre aussi de permettre des coopérations. On parlait d'importance de développer les capacités, de permettre le financement en recherche. Donc, on voit à l'échelle européenne plusieurs initiatives qui permettent une action à court et à long terme. Et finalement, au niveau de la relation UE-OTAN, on l'a souligné, mais il faut se rappeler déjà un rapprochement progressif, deux organisations qui, a priori, ne devaient pas se croiser dans l'histoire, qui maintenant travaillent plus étroitement. On peut penser en 2022 à la boussole stratégique et au concept stratégique de l'OTAN, deux documents stratégiques qui se parlent, qui reconnaissent le rôle complémentaire des deux organisations, qui voient l'intérêt de travailler étroitement ensemble, ce qui est rappelé dans la 3e déclaration conjointe, où on rajoute des domaines, des secteurs techniques de collaboration. Et pour compléter ce qui a été dit, moi, j'ai toujours trouvé intéressant cette coopération qui se fait malgré des blocages politiques de la Turquie, de la Grèce, qui a souvent rendu les relations UE-OTAN compliquées, mais qui n'a pas empêché ce rapprochement et une collaboration de plus en plus concrète. Et je vais rejoindre ce qui a été dit parce qu'on en a beaucoup parlé dans les dernières semaines du pilier européen de l'OTAN. Il faut se rappeler qu'on a maintenant 23 États membres de l'Union européenne sur 32 États membres de l'OTAN. Si les États-Unis restent la puissance dominante, c'est difficile d'activer ce pilier européen, mais comment concevoir justement cette force, cette influence, cette capacité d'action des Européens au sein de l'OTAN et avec le partenaire canadien qu'on a vu inclus dans plusieurs négociations encore dans les dernières semaines en Europe.
Et je pense que justement, ce pilier européen peut devenir très certainement un moteur, une façon de garder cette cohésion, d'autant plus qu'on a vu aussi dans plusieurs des mini-sommets organisés dans les dernières semaines, la présence, même dans des rencontres dans un cadre européen, du secrétaire général de l'OTAN. Donc, il y a là un potentiel qui est présent. Donc, pour conclure rapidement, je pense que la réponse européenne, elle se transmet de plusieurs façons par l'activation des membres des États membres qui voient dans l'Union européenne cette capacité aussi d'action, aussi comme union politique, comme défense, capacité d'action dans la défense européenne, des temps d'action à court et à long terme qui sont aussi nécessaires déjà pour répondre à la guerre en Ukraine, mais assurer la stabilité à plus long terme, surtout dans un contexte quand même inquiétant d'une normalisation des liens entre Trump et Poutine qui risque de rendre la dynamique en Europe encore plus compliquée, mais pas impossible. Je pense que des outils sont à disposition, puis c'est le temps de les mobiliser. Je vous remercie. Merci beaucoup. Quand on pense à l'Union européenne, on pense évidemment à Trump 1 aussi, puisqu'à ce moment-là, on estimait que Trump 1 serait une fenêtre d'opportunité pour la défense européenne. Il y avait la création de la Fed, l'activation de la PESCO, et on voit finalement qu'il n'y a pas eu tellement cette fenêtre d'opportunité-là et que l'Union européenne s'est un peu satisfait par la suite de l'élection de Biden et de retourner à business as usual. Et ce dont témoigne évidemment la boussole stratégique est très complémentaire à l'OTAN, mais dans le sens où finalement cette boussole laisse peu de place à l'Union européenne pour toutes les questions finalement de hard security, puisque la complémentarité veut que ces questions-là soient celles de l'OTAN. Et pour finir, comme vous avez évoqué le Canada et le Groenland, je pense que c'est vraiment intéressant ces questions-là parce qu'on a en fait un allié qui a des prétentions territoriales sur les territoires d'un autre allié. Donc en fait, on a des pratiques d'ingérence, on a des pratiques qui remettent en cause un principe fondamental qui est l'intangibilité des frontières, mais entre alliés. Et ça, c'est aussi quelque chose qui doit vraiment nous interpeller très, très fortement.